Voilà. Donc, c'est, je peux dire, le deuxième niveau du cloud de Microsoft. Donc, on a la partie infra, la partie plateforme, qui est le PaaS, et puis la partie software. Ouais. Donc, dans cette partie, comment je dis ça, plateforme, on a ce qu'on appelle je vais dire en anglais App Service Plan. Bon, la traduction en français là. Donc, c'est en français, c'est Plan Azure App Service. Mais la bonne appellation, c'est App Service Plan. App Service Alors, Plan. oui, qu'est-ce que Ça c'est qui passe que... là, non? Comment? Ça qui passe là. Non, c'est pas ça. C'est pas ça qui passe. Non, le PaaS, P-A-A-S. ça c'est Platform as a Service. Ah ouais? Maintenant, oui. Plateforme as a service. Maintenant, le App Service Plan, il ne faut pas confondre. Moi, j'allais Comme il y a dire. plan Azure, non, c'est pas ça. Hmm, Alors, le App Service Plan, c'est pourquoi j'ai dit je préfère l'appellation en en anglais. anglais. Là, il n'y a pas de confusion. Hmm. Voilà. Donc, le App Service Plan va te permettre de déterminer les performances, sinon les caractéristiques que tu souhaites avoir pour faire fonctionner ton application ou bien ton service. Hein? Donc, tout à l'heure, je disais que quand on est dans la partie PaaS, tout ce qui concerne la partie infra, c'est-à-dire que le réseau, on appelle ça les subnets, les interconnexions, les VM, les bases de données, tout ça, ce n'est plus nous qui créons. On va les utiliser, mais ce n'est pas nous qui les créons. Tu comprends? Donc, du coup, on donne juste les caractéristiques qu'on souhaiterait avoir. Et puis, Azure va mettre en place un environnement qui correspond aux caractéristiques qu'on a définies pour faire tourner nos applications. C'est comme, par exemple, tu dis, moi, je veux déployer une application. L'application a besoin de, par exemple, 10 gigas d'espace disque, a besoin de 8 gigas de RAM et puis une capacité processeur de peut-être 4 CPU. Donc, un peu. Donc, ça, c'est ce que nous, on a dit. Maintenant, bon, Azure va, ce qu'on a dit là, si ça peut tenir sur une seule VM, Azure va mettre en place une VM pour nous donner. Si ça peut cohabiter sur une même VM avec d'autres applications, dans tous les cas, c'est ce que nous, on a demandé là que Azure va mettre en place pour nous. C'est pas ce que tu vois. Alors que dans la partie infra, quand tu veux déployer une application sur une VM, c'est toi-même qui crée la VM, c'est toi qui définis les caractéristiques, tout ça. Ici, nous, on indique et Azure met en place pour nous. C'est Azure qui crée la VM en fait. Oui. Selon ce que tu as dit là, si ça correspond à une VM, Azure va créer la VM. Si ça ne nécessite pas de créer une VM, que Azure doit faire cohabiter ton application avec d'autres applications sur la même VM, Azure va le faire. Mais l'essentiel, toujours est-il que c'est en fonction des performances ou bien des caractéristiques que tu as demandé que Azure aussi va mettre en place l'environnement. C'est bon? Donc, par exemple, et je donnais toujours cet exemple-là à mes auditeurs. On dit, par exemple, pour aller en terminale C, il faut que tu sois parmi les 4 premiers de la première C. Première condition. Deuxième condition, que tu aies au moins 14 en maths, 14 en physique, 14 en SVT, et puis 12 en français, 12 en anglais. Donc, ça, c'est les conditions qui sont éditées. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Donc, si tu arrives en terminale, si tu vois un gars, de facto, tu te dis que la personne respecte les conditions pour être là-bas. C'est ça. Donc, si un matin, on décide de modifier les conditions seront modifiées pour tout le monde. Ou bien, s'ils sont 10 et qu'on décide de relever par exemple le niveau, la moyenne en maths pour faire passer de 14 à 16, quand on dit, bon, il faut 16 de moyenne, les 16 de moyenne s'appliquent à tout le monde. C'est un peu comme ça que le App Service Plan fonctionne. Parce que quand on crée un App Service Plan, on peut faire fonctionner plusieurs applications avec le même App Service Plan. Je m'explique.
comme l'exemple que je viens de donner pour aller en terminale C, tu peux créer un app service plan pour dire, bon, moi, mon app service plan là va fonctionner. Tous ceux qui vont fonctionner dedans auront 2 gigas de RAM, un CPU, On les et puis regroupe, en fait. On les regroupe. on ne les Le regroupe app. pas. Si Ah, tu veux, c'est un peu comme une fonction qui s'applique à tous ceux que tu vas indexer là-dessus. Je reprends. J'ai dit, j'ai créé mon app service plan et toutes les applications qui vont tourner avec ce app service plan-là vont bénéficier de 2 gigas de RAM, un CPU et puis de 10 gigas d'espace 10. Tu comprends, non? Donc, quand je suis en train de mettre en place une application et que je dis pour cette application-là, je vais utiliser l'app service plan X, automatiquement, Azure affecte 2 gigas de mhm. RAM, un CPU et 10 gigas d'espace 10 à cette application. Je ne sais pas si tu vois. Donc, toutes les applications pour lesquelles je vais indiquer ce app service plan-là, toutes ces applications vont avoir les mêmes caractéristiques de l'environnement pour fonctionner. C'est encore flou. Ce sont les VM qui ont les mêmes caractéristiques qui Faut se oublier, retrouvent ensemble. oublie la VM. Faut oublier le mot, faut oublier VM là. Ici, on ne parle pas de VM. On parle On d'un parle de quoi? environnement. Non, par exemple, tu as besoin, je dis n'importe quoi, hein. Chez vous là, quelles sont les applications que vous vendez souvent aux clients? Le nom des applications. Non, un exemple d'application. On a Sinota. OK. Pour L'application. déployer l'application là, qu'est-ce que vous avez comme prérequis en termes de processeur, mémoire, espace 10, tout ça? En fait, là encore, ça dépend des différents serveurs. Non, Pour faut déployer laisser. l'application, on a besoin d'un serveur de base de Ah. données. Oui, non, Par exemple, laisse la partie base de données, pas de la partie application. application. Oui, le La serveur partie d'application application, a besoin de quoi? oui, c'est 4 CPU. Voilà. Et puis mémoire 4 combien? CPU, mémoire 64. Et puis 10 64 gigas, gigas de RAM, le 10 10 gigas doit gigas être au moins combien? 500 gigas, peut-être. 600, oui. Voilà. Donc, tu vois que 4 CPU, 64 gigas de RAM, 500 gigas d'espace 10 là, détermine les éléments dont ton application a besoin pour fonctionner. Tu comprends? Maintenant, ça c'est parce que vous êtes on-prem. Maintenant, si on était par exemple dans un cloud, quand tu dis ça, mais le fournisseur de cloud n'est pas obligé de te créer une VM avec les caractéristiques que tu as données. L'essentiel est que ton application puisse avoir ce dont elle a besoin pour fonctionner. Si. Voilà. Donc, que ce soit sur une VM partagée, une VM dédiée, l'essentiel est que ton application, là, dès que tu vas vouloir la mettre en ligne, Azure va lui garantir ses 4 CPU, ses 64 gigas, ses 500 gigas d'espace 10. C'est tout. Maintenant, derrière, là, si ça est sur une même VM avec d'autres, si c'est une même VM dédiée, sur un réseau dédié, ça, ce n'est pas ton problème. Tu comprends maintenant? Donc, je suppose que ce que tu m'as cité là, ça représente un app service plan pour votre application. Donc, ça veut dire que partout où vous allez déployer cette application-là, ce sont les mêmes caractéristiques qui s'appliquent. Et même, je vais aller encore plus loin. C'est-à-dire que si un matin, vous avez une autre application différente, mais que vous voulez déployer dans les mêmes conditions que celle-là, mais cette nouvelle application sera obligée de fonctionner avec les 4 CPU, 64 Go, 500 Go. C'est ce que je veux dire en fait. Non, quand tu es en train de monter une application et que tu indiques un app service plan, l'application sera prise en charge avec les caractéristiques que tu auras définies dans l'app service plan. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Donc, en termes de app service plan, c'est important de prendre le temps pour que tu comprennes. Parce qu'après, voilà. Donc, par exemple, Azure nous propose plusieurs types d'app service plan. On a des app service plan gratuits
On a des app service plans partagés, de base, standard, premium, isolé. On va essayer de parcourir un peu tout ça pour que ça puisse encore davantage éclairer toute l'explication que je donnais. Par exemple, les app service plans gratuits peuvent prendre en charge 10 applications, ou bien des API, des applications web ou applications mobiles. Et chaque application peut bénéficier d'un giga octet d'espace disque. Tu comprends? Donc, si tu crées un app service plan gratuit, ce app service plan-là, on peut l'utiliser pour mettre en ligne au maximum 10 applications. Et chaque application aura 1 giga d'espace disque. Allons encore plus loin. Partager pour les environnements de développement et les tests. Partager, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton application va s'exécuter sur la même machine virtuelle avec d'autres applications. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Oui, je vois. Il m'arrive même souvent de faire ça. Voilà. C'est-à-dire, Donc, sur la même machine, je déploie plusieurs applications. voilà. Donc, quand tu Il choisis, utilise. c'est ça. Ah, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même. C'est pas la Ici, même, c'est pas la chaque même chose. Parce que application là-bas, ils aura. se partagent les ressources. Non, ici, je ne Alors que, partage pas. Ici, alors que ici, chacun aura pour lui. pour lui, c'est Ici, ça. par exemple, quand je suis dans partager, chaque application aura 1 giga. Et le partager peut prendre jusqu'à 100 applications. Quand on rentre, on avance de base, un nombre illimité d'applications jusqu'à 10 gigas d'octets pour chaque application. Et on peut faire du scaling, ce qu'on a vu la dernière fois là, aller jusqu'à 3 instances pour chaque application. C'est bon? C'est-à-dire que si 3 instances pour chaque application. oui, ça veut dire que si l'application, je dis n'importe quoi, hein, on sent que l'application est saturée, on peut dupliquer l'application jusqu'à 3 instances. Comme je l'ai dit la dernière fois, quand on fait Sous du forme de scale, cluster. voilà, oui, mais ici, ce n'est pas un cluster, c'est plutôt un load balancing qui est mis en place. Ok, Voilà, il y a un load balancer qui se met en place et derrière le load balancer se trouvent les 3 instances. Voilà. Maintenant, quand on passe dans la partie standard, chaque application bénéficie de 50 Go d'espace disque. Là-bas, on peut faire du scaling automatique. Et chaque application peut être scalée jusqu'à 10 instances. Et il y a une autre notion qu'on appelle le deployment slot, ou bien emplacement de déploiement, que je vais expliquer un peu devant. Donc, tu vois que ici, le App Service Plan détermine comment l'application va être prise en charge. Regarde le dernier, par exemple, isolé. C'est-à-dire que chaque application bénéficie de 1 Tera d'espace disque. Et puis, on peut aller jusqu'à 100 instances maximum. Et pour les emplacements de déploiement, on peut aller jusqu'à 20. Est-ce que c'est bon? Par exemple, allô? La partie isolée, quand tu crées un app service plan en isolé, ça veut dire que chaque application que tu vas indexer va s'exécuter sur une machine virtuelle qui lui est dédiée, dans un réseau virtuel qui lui est dédié. Alors, je n'ai pas voulu te dire ça au début, mais je te dis que en fonction du type d'app service plan que tu auras créé, soit ton application sera sur une VM qui lui est dédiée, ou bien sur une VM qui lui est dédiée et sur un réseau qui lui est dédié, ou bien ton application sera sur une VM qui est partagée avec d'autres applications. Voilà. Donc, quand tu vas choisir un app service plan, il faut savoir ce qui t'attend. Si tu veux que ton application fonctionne sur une VM qui lui est dédiée, en ce moment, tu choisis l'option de base, standard ou premium.
Si tu veux que ton application soit sur une VM qui lui est dédiée et sur un réseau qui lui est dédié, là, tu choisis la partie isolée. Donc, voilà un peu les types, sinon les SKU de App Service Plan qui existent et qu'on peut utiliser. Il y a des gratuits, mais avec moins d'avantages. Donc, mieux vaut prendre ce qui est payant. C'est bon? Celui qui est le plus utilisé. Alors, je peux dire que ça dépend, mais on a la de base qui est aussi utilisée pour les environnements de test et développement, mais pas beaucoup. Parce que quand les gens font le développement, ils ont surtout besoin d'emplacement de déploiement qu'on appelle le deployment slot. Donc, en général, c'est le standard qui sera beaucoup utilisé. Le standard et le premium. Le standard et le isolé là. premium. Ah ouais, ça, il faut que tu vas... Parce que bon, tu vas avoir jusqu'à 100 instances de ton application. C'est pas ce que tu as fait avec. Et puis, c'est quelle application? Il faut que ce soit une application vraiment qui te fournit beaucoup d'argent pour que tu aies choisi ce type de App Service Plan. Sinon, avec le standard et le premium, déjà, c'est bon. 50 Go d'espace 10 ou bien 200. Quand tu prends 250 espace 10, si c'est un SSD, déjà, ça ressemble à ça ressemble à un PC. Ça ressemble à un PC déjà. Voilà. Mais comme tu es sur Azure, le réseau sera encore plus robuste. C'est bon? Donc, de la même manière, on a vu le scale in, le scale up, le scale out et le scale, comment on appelle ça? Le scale down. Avec les app service plan aussi, on peut faire le même scaling. C'est la raison pour laquelle sur la ligne échelle automatique, où tu as vu, ils ont mis prise en charge là. Voilà. C'est que c'est sur eux qu'on peut faire le scaling automatique ici. C'est bon? Voilà. Ensuite, une fois que on a créé notre app service plan, pour rappel, je disais que le app service plan permet de déterminer les caractéristiques de l'environnement qui va accueillir notre application. Il faut que tu aies toujours ça en mémoire. Donc, il ne s'agit pas de créer. Oui, il ne s'agit pas de créer l'app service plan avant de créer les applications. Donc, les applications ici, on crée le app service plan avant de créer les applications. Oui. Donc, la première étape, c'est créer le app service plan. Le app service plan va nous permettre de déterminer les caractéristiques de l'environnement qui va porter notre application. Tu me suis? Donc, chez toi, par exemple, tu as besoin d'un serveur avec 4 processeurs, 64 Go de RAM et 500 Go d'espace 10. Ça, c'est ton app service plan qui est là. Tu comprends, non? Oui, je comprends. OK. Une fois que tu as ça, tu peux maintenant déployer ton application. Donc, ici, maintenant, pour déployer notre application, la première des choses que tu dois savoir, c'est que ici, ce n'est pas une application exe. Quand on est sur Azure, toutes les applications sont des applications web. Donc, ça peut être une application web simple, ça peut être une API, ça peut être une application mobile ou bien d'autres types d'applications comme les Function App. Alors, API, on peut l'appeler aussi interface. Voilà, une interface. Mais par définition, l'API, c'est lui qui va permettre à deux environnements qui utilisent des langages différents de pouvoir communiquer. Donc, c'est comme par exemple... Il y a un truc, là, un logiciel que je dois mettre en place, là, WSO2. Je ne sais pas si tu connais. Non. Il permet de faire quoi?
C'est l'API Gateway. Voilà. Donc, c'est Ça un permet de exemple. manager les API. Voilà, c'est un exemple. Donc, par exemple, ton application que tu déploies avec les 4 CPU 64 Go là, c'est développé en quel langage? C'est du Java. OK. Donc, tu vois que ton application fonctionne avec du Java. Donc, si par exemple, les données générées par cette application doivent être récupérées par une autre application qui est développée pour être en PHP, entre Java et PHP, il te faut une API ou bien une interface qui va récupérer en Java et convertir pour que l'autre application en PHP puisse récupérer. C'est un peu ça, l'API. Donc, l'API permet à deux environnements différents de pouvoir s'échanger des informations. C'est bon? Voilà. Donc, une application sur Azure ne peut être autre qu'une application web. Ça aussi, il faut que ça reste vraiment intangible. Voilà. Parce que quand on te dit une application, il ne faut pas penser que c'est une application un peu comme on a sur les PC. Non. Une application, c'est une application web. On est dans Azure. C'est bon? Voilà. Donc, ici, il faut savoir que quand tu es en train de créer aussi ton application, tu dois indiquer le runtime. Je ne sais pas si tu sais déjà ce que c'est. Voilà. Donc, c'est l'environnement, sinon le langage qui a servi au développement de ton application. Donc, par exemple, si ton application a été développée, comme tu l'as dit tout à l'heure, en Java, quand tu es en train de créer ton site web, voilà, je l'appelle comme ça, quand tu es en train de créer ton application web sur Azure, il faut indiquer que le code qui va venir sera un code en Java. Java, c'est ça. Si c'est un Python aussi, tu indiques que c'est un Python. Donc ici, ils ont juste donné quelques environnements de développement, mais il y en a plus que ça. C'est bon? Oui. Donc, première étape, créer le App Service Plan. Deuxième étape, créer maintenant ton application, qui est une application web. Et pendant la création de l'application, tu dois indiquer quel est le App Service Plan que l'application doit prendre. Tu te rappelles de ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, si tu indiques le App Service Plan, ça veut dire que ton application qui vient là... Chez nous, là, généralement, c'est des archives qu'on donne. Hein. De quoi? Des archives. C'est-à-dire? Quand ils finissent de compiler, là, c'est sous forme d'archives. JAR ou bien WAR pour qu'on puisse déployer les applications web. Là. Oui. Non, mais ça dépend hein, de l'environnement où tu te trouves. Parce que sur Azure, quand tu as développé ton code là, il y a plusieurs manières de charger le code. Tu peux passer par Git. Tu peux passer par Git. Voilà, pour pouvoir charger le code. Voilà. Donc, on va parler de tout ça. OK. Ça fera beaucoup de choses, mais ça va aller. Donc, première étape, App Service Plan. Et deuxième étape, création de l'application, où tu dois indiquer le App Service Plan que l'application doit utiliser. C'est-à-dire que quelles sont les caractéristiques que l'application doit bénéficier en fait. C'est bon? Et puis en même temps indiquer l'environnement de développement du code source. Donc par exemple ici, c'est un exemple de création d'une application web ou bien d'un site web. Alors, la première des choses, c'est de lui donner un nom. Bon, chacun peut donner le nom qu'il veut. Par exemple, je peux dire, si c'est une application de prise en charge des clients ou bien de gestion de stock, voilà, je peux dire par exemple stock app, voilà, stock app. Point. Mais ici, il faut savoir aussi que le domaine par défaut, quand tu es en train de créer une application sur Azure, c'est azurewebsites.net. Ça, c'est par défaut. C'est la même chose quand tu es en train de créer un tenant où on te dit onmicrosoft.com.
Donc, quand tu crées un site web par défaut, c'est Azure website.net. Maintenant, après, tu peux maintenant customiser avec ton nom de domaine de ton organisation. Tu vas ajouter ce nom de domaine personnalisé. C'est bon? Donc, tu crées, tu indiques comment ça sera publié ton application, si c'est par code, par conteneur, Docker, ou bien par application web statique, comme on le faisait avant avec HTML. Voilà. Tu dois indiquer aussi sur quel operating system. Voilà. Ton application doit fonctionner. Si c'est dans l'environnement Linux, si c'est du Windows aussi, tu indiques. Tu indiques aussi la région de ton application. Bon, tu te rappelles, on a déjà parlé de ça plusieurs fois. Donc, normalement, La région la plus proche. voilà, ça doit être la même région que où tu as déjà déployé ton autre infra, si tu veux. Tu ne peux pas mettre peut-être ton infra en Europe du Sud et puis tu as déployé ton application passe peut-être aux États-Unis. Voilà, arrange-toi pour que tout soit dans la même région. Voilà, et puis maintenant tu indiques le App Service Plan. Donc en bas, ils ont mis quoi? Plan Linux. Voilà. Plan Linux USC. Maintenant, s'il n'y en a pas, tu peux cliquer sur le lien qui est là, créer pour créer aussi un autre App Service Plan. Voilà. C'est bon? OK. Alors, je te parlais du deployment slot ou bien emplacement de déploiement. Qu'est-ce que c'est? Quelle est son importance? Sinon, quels sont ses avantages? Bon, habituellement, quand vous avez une application web et que vous voulez modifier l'application web, comment vous procédez? Modifier, apporter une amélioration. C'est la version, si on a une version 1, on passe à la version 2. Là. C'est au niveau des développeurs, c'est eux qu'il faut. Donc, toi, tu ne sais pas comment ils font. Moi, ce que j'essaie, ils n'ont pas me donné mon archive, j'ai déployé. Quand on m'appelle, on me dit on a déposé une nouvelle archive dans Mais les nouvelles, comment on dit ça même? Les nouvelles versions, là. Ce sont des nouvelles, c'est des informations qu'on apporte, un plus qu'on apporte à l'application. Voilà, maintenant, si tu veux parler du code, je ne sais pas trop comment est-ce qu'ils font, mais je sais que c'est d'apporter d'autres interfaces. OK. Maintenant, pendant qu'ils sont en train de faire, les modifications, l'application reste toujours joignable? Pendant qu'ils sont en train de faire la modification? Oui, tant qu'on n'a pas déployé, ils le font en test d'abord. Maintenant, quand ils ont fini, on a une plateforme de test. Et quand toi, tu reçois l'archive, comment tu fais? Quand je reçois l'archive. Pour faire la mise à jour, oui. Pour faire la mise à jour, moi, je le déploie d'abord en sous forme de test. Eux, ils testent. Oui, tu as déjà testé. C'est bon, je vais en production. Voilà, en production, là. Tu fais comment? Pendant qu'il y a déjà une autre version qui est en ligne, que les gens consultent, comment tu fais pour remplacer la version qui est en ligne avec la nouvelle que tu as testée? Ah, c'est que moi, je fais, moi, j'attends une heure où je sais que les gens ne sont pas là. L'application qu'on offre aux gens, généralement, ce sont des applications qui sont utilisées par des personnes de 8 heures jusqu'à 18 heures, quoi. Voilà, donc on arrête. Moi, j'arrête. Hein. OK. Oui, voilà. J'arrête. J'arrête l'application et puis je déploie la nouvelle. Tu t'es jamais posé la question si on pouvait le faire sans arrêt? Sans arrêter. Je me suis déjà posé la question. Et quelle a été la réponse? Là, je te coince un peu. Hein? Oui, je sais. Non, en fait, donc, c'est un peu ça le rôle du deployment slot. En fait, tu as vu que quand tu reçois l'archive, pour aller remplacer la version qui est en production avec l'archive que tu as reçue, tu es obligé d'arrêter. Oui, moi j'arrête. Tu arrêtes l'application ou bien même tu attends à une heure où les utilisateurs ne sont pas connectés, tu arrêtes, pas tu connecté et remplaces. puis Voilà. c'est ça. Alors,
Or, la base du business, c'est que c'est le temps qui fait l'argent. C'est ça, non? Oui, ça doit être en Time is continu. money. Oui, oui, oui. Et tu te rappelles, avant-hier, j'ai parlé de quoi? De la disponibilité. C'est ça. Quel que soit ce qui soit ce produit, le Que ce soit, service, doit le être toujours disponible. serveur ou l'application doit être toujours disponible. Parce Ça, que, là, ça envoie conflit. hein, tu dis quoi? Il dit ça, là, ça envoie conflit. Ah, mais c'est ça que je suis en train de te dire. Parce Ça que envoie la tout guerre même. ça a été pensé, ça a été Ça. pensé pour répondre à toutes ces problématiques. Oui, Figure-toi un c'est de ça, instant, mon boss me parlait là. Il dit là, ça là, ça ne doit pas s'arrêter. voilà. Donc, figure-toi un Si un instant, incident là, ça ne doit pas aller au-delà de 5 minutes ou bien, je sais pas. voilà. Il me parle Oui, de. mais là, il t'a parlé de 5 minutes, mais figure-toi un Oui, instant, 5 minutes, c'est trop même. figure-toi un instant, c'est une application qui est utilisée, par exemple, par les traders. Tu sais, au niveau des traders, ils ont des applications qui leur donnent des informations en temps réel En temps réel, oui, sur oui. l'économie. Et Si, si. donc, c'est celui qui reçoit la première, sinon le premier, l'information, c'est lui qui a l'argent parce que dès que tu reçois l'information quelques secondes avant les autres, tu as même de décider si tu vends ou bien tu achètes. C'est ça. Donc, imagine un instant, tes gros clients, la Société Générale, NCA, je ne sais pas quoi encore là, ils ont besoin d'une information à l'instant T là pour soit prendre une décision d'achat ou de vente au niveau de la bourse. Et Et puis voilà, là, toi maintenant. madame dit, bon, on dirait que la mémoire est saturée, bien, la nouvelle version là, ils sont en train de mettre en ligne. À l'instant T là, peut-être que si le gars avait vendu, il allait avoir peut-être 2 milliards. Ou bien s'il avait acheté, il allait acheter peut-être des actions qui étaient peut-être en perte de cote pour que demain, il puisse se revendre pour là. Donc, c'est très capital. Donc, éviter qu'une application s'arrête. Donc, comment le deployment slot fonctionne? Le deployment slot offre la possibilité aux développeurs d'avoir chacun une version selon ce qu'ils vont décider. Ça peut être une version complète ou bien une version non complète, en tout cas de l'application. Et ça permet à chaque développeur de travailler sur la partie qui le concerne en fait. Pendant ce temps, l'application est toujours en production. Et qu'est-ce qui se passe quand ils ont fini de développer? Ils vont aller sur GitHub. Pour rappel, GitHub, c'est une plateforme de partage et de gestion des versions Oui, de bon, il y développement a un d'applications. JIT là. Voilà. C'est déployé Donc, comme ça au bureau. voilà. Donc, C'est Git, là où ils poussent tout ce qu'ils ont. c'est ça. C'est ça. Donc, ici, si tu as par exemple 5 développeurs chez toi, chacun aura travaillé sur sa partie. Quand ils ont fini, ils vont tous Va pousser déposer dans sur votre le JIT. emplacement Git qui va, si tu veux, quel est le mot là, mettre tous ensemble pour avoir une seule version. Et cette version va passer au staging, c'est-à-dire au test, pour voir si ça fonctionne bien. Et une fois que ça fonctionne bien, Le staging là, c'est qui met ça en place? ça fait Ben, partie du déploiement. Hein. ah, ok. Quand tu prends à partir de GitHub, le staging, bon, ici, on a détaché, mais en réalité, c'est Ça fait partie du JIT voilà, aussi. de Git. Ok. Donc, si tu veux, c'est la partie où on teste pour s'assurer que c'est bon. C'est bon. Et une fois que vous êtes sûr, il y a une opération, la magie qu'on appelle le swap. Bon, en français, ils ont mis échange, mais c'est swapper. Un swap, oui. Dans le swap, tu vois que c'est flèche dans les deux sens. Le swap consiste à pousser la nouvelle version en production et récupérer la, la version qui était en production pour l'envoyer dans la partie staging. Et la magie va s'opérer comment? C'est-à-dire que c'est à l'instant T, T égale à 0. Même quand l'utilisateur est connecté, c'est transparent. Il n'aura aucune coupure. Rien. Donc là, on peut parler de disponibilité. Autre magie dans l'affaire, c'est que
Si tu as récupéré la version qui était en production et puis tu as poussé ta nouvelle version, et que à l'instant T, peut-être tu as fait une remarque ou bien il y a eu un petit bug, tu peux aussi repousser ce que tu as récupéré là. Oui, oui, repousser et puis récupérer la nouvelle pour corriger avant de repousser. C'est ça qui est la magie, parce qu'au lieu d'aller supprimer, tu prends, voilà, tu récupères, tu renvoies l'autre. C'est ça. C'est comme un jeu de dames, quoi. Tu pousses l'autre, tu remplaces l'autre, ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça l'importance du deployment slot. Donc, aujourd'hui... L'infrastructure qui est derrière là, c'est quoi? C'est GitHub. Non, le Git, le Git, lui aussi, sera déployé sur Azure, non? Le Git n'a pas besoin d'être déployé sur Azure. Pour ton information... Ça peut être en interne? Non, Git, c'était une plateforme open source qui a été rachetée par Microsoft. Et Microsoft l'a toujours, je peux dire, rendu gratuit. Donc, toute l'infrastructure de Azure est interconnectée à Git. OK. Donc, quand tu vas sur le site, sur le site dans le cloud de Git, là, tout ce que tu fais là-bas, là, dis-toi que tu peux pousser directement sur ton infra Azure sans problème. Ah, OK. Voilà, c'est un peu ça. Il suffit que tu aies comment est-ce qu'on protège tout ça? Parce que ce sont les... Quand tu dis tu protèges quoi? Mais quand tu vas sur Git, là, tu crées ton environnement. Tu dans ton espace. Donc, il y a un login, il y a un mot de passe, il y a plein de trucs que tu peux, voilà. C'est pas ouvert. Et ça, on a droit à ça que lorsqu'on est sur Azure? Non, tu peux créer ton espace Git sans forcément être sur Azure. Mais le plus intéressant, c'est quand tu as ton espace et que tu utilises pour développer des applications, bien des versions d'applications. C'est que moi, j'ai eu à faire. Moi, je l'ai installé sur une machine. Non, tu peux le faire on-prem aussi. Mais le problème, c'est qu'ici, on parle du cas d'Azure. Donc, tu es obligé d'utiliser la partie online. C'est ce que je te dis. Donc, Parce que si tu l'installes on-prem, il faut qu'il y ait une interconnexion entre ce que tu as on-prem et puis Azure pour que tu puisses pousser. C'est ça. C'est bon? Là, tu as fini avec ton boss. Donc, tu vois que là, Azure propose 3 parmi les App Service Plans. On a la partie standard, on a 5 deployment slots. Donc, pour les grands groupes qui ont des grandes équipes de développeurs, ils peuvent prendre le premium ou bien isolé pour avoir jusqu'à 20 développeurs simultanés sur une même application. C'est bon? Donc, lorsque on veut, on a droit, selon le plan qu'on a choisi, à des deployment slots. Et tout à l'heure, j'ai dit que chaque développeur a une version, soit complète ou pas, de l'application. Donc, tu choisis. Tu peux dire cloner, ne pas cloner les paramètres. Donc, ça veut dire que là, il va cloner l'application sans les paramètres pour que chacun puisse aller développer ce qu'il veut. Ou bien, on clone complètement l'application. Donc, chaque développeur aura l'application dans son entièreté à sa disposition. Et puis, il va travailler maintenant sur la partie qui l'intéresse. C'est bon? Oui, c'est bon. Okay. Maintenant, une autre chose, c'est qu'une fois que tu finis de créer l'application, tu as la possibilité de sécuriser l'accès à l'application. Comme en général, ce sont des applications, soit ça peut être public comme corporate. Voilà. Donc, peu importe que ce soit public ou corporate, tu peux dire, pour accéder à cette application web, il faut que la personne, par exemple, fournisse un compte Microsoft, un compte Facebook, Gmail, Twitter, ou bien je sais pas moi quoi. C'est bon? Et derrière ça, ce que tu dois comprendre, c'est que tous les environnements qui sont cités là ont déjà fédéré avec Azure. C'est ce qui rend possible. Oui, c'est ce qui rend possible le fait que tu peux utiliser un compte Gmail pour accéder à une application, ainsi de suite. Voilà. Donc, quand tu as fini de créer l'application, tu peux aller
sur les paramètres de l'application et puis activer cette option de sécurité. Voilà. Donc, on le voit hein, sur certaines applications, quand tu veux te connecter, on te dit, bon, si tu as un compte Gmail, tu te rappelles d'une application comme ça, non? Oui, plein même. Voilà. Tout dernièrement, l'environnement de Lab même, quand tu voulais te connecter, ils t'ont proposé un compte Microsoft, un compte Gmail ou bien un autre compte. Voilà. Voilà. Donc, tu cliques sur Gmail, il prend automatiquement ton compte Gmail et puis en nous aller te connecter. Voilà. Donc, ce sont des applications avec cette option de sécurité-là activée. C'est bon? Oui, c'est bon. Donc, comment on fait pour customiser, personnaliser le nom de domaine? Par exemple, tout à l'heure, je disais que quand tu crées ton site web par défaut, c'est azurewebsite.net. Maintenant, si tu veux que ça prenne peut-être le nom de domaine de l'entreprise fitech.ci, voilà, il faudra aller personnaliser. Voilà. Donc, c'est du personnalisé. C'est-à-dire que les applications qu'on va mettre sur Azure, on va leur donner des noms en fonction du nom de domaine, c'est ça? C'est ici qu'on vient faire ça? Oui. Ah non, ce que je veux dire, c'est quoi? Si tu es en train de créer une application, si tu veux le site web, hein, son floco là, hein, voilà, comme les Ivoiriens, et que tu crées le site web, son floco, par défaut, ce site web là va prendre comme nom de domaine azurewebsite.net. Maintenant, c'est après maintenant que tu as chargé le code dans le site web pour avoir un contenu. Ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de dire. Maintenant, le azurewebsite.net là, tu veux que ce soit par exemple pitech.ci. Donc là, maintenant, tu vas sur l'application. Dans les paramètres, tu vas voir domaine personnalisé. Et puis, tu fais personnaliser. Ils vont te demander d'aller sur ton DNS public de ton hébergeur pour aller créer un enregistrement CNAME ou bien un enregistrement de type A ou bien un enregistrement de type TXT. Voilà, Azure va te donner les valeurs à créer. Donc, quand tu finis de créer, Azure va vérifier. Azure va contacter en fait ton DNS public pour s'assurer que ces valeurs ont été créées. Et puis, une fois que c'est validé, tu vas voir que si ton site web, c'était par exemple, tout à l'heure, j'ai donné l'exemple de stock. Si c'est stockapp.azurewebsite.net, désormais, ça sera stockapp.fitech.ci. C'est bon? Voilà. Un peu ça. Donc, la même manière, comme on le fait sur les VM, une application aussi, on peut la sauvegarder. Donc, tu peux mettre la sauvegarde directement sur l'application. Voilà. Est-ce que c'est bon jusque-là? Oui, c'est bon. Ok. Alors, on va aborder une nouvelle partie, sinon la seconde partie, qui va nous parler des conteneurs. Alors, qu'est-ce que tu sais des conteneurs? Conteneur. Un conteneur, c'est quoi? Le conteneur. Le conteneur, ce n'est pas des machines virtuelles. Hein. Je t'ai posé la question. Hein? Un conteneur, c'est quoi? Le conteneur, là, c'est comme des images. Image de quoi? Des images des applications. Pas Non? vraiment. Pas vraiment, mais vas-y, je t'écoute. On peut prêcher du faux pour venir à la vérité. Non, vas-y. Alors, les conteneurs, si tu veux, c'est un autre niveau hein, de la virtualisation, pour être un peu plus précis.
Donc, de la manière, on parle de virtualisation avec les VM. Les conteneurs, c'est une autre forme de virtualisation. C'est bon? Une autre forme de virtualisation. Oui, mais les machines virtuelles, on virtualise le matériel, c'est ça, non? Oui, oui. C'est une émulation du matériel. Donc, les machines virtuelles, on émule le matériel, donc on va virtualiser le processeur, virtualiser la RAM, virtualiser le disque dur, virtualiser le réseau. C'est ça, les machines virtuelles. Oui, c'est ça. Voilà. Les conteneurs, on ne virtualise pas le matériel, mais on virtualise plutôt le système d'exploitation. Mhm. Donc, les conteneurs, je répète, c'est pour virtualiser le système d'exploitation. C'est bon? Oui, c'est bon. OK. Donc, tu vas me demander comment on virtualise le système d'exploitation. Et puis, c'est Alors, quel ici, système d'exploitation? n'importe quel système d'exploitation. Bon, ici, on est dans l'environnement Microsoft, donc on suppose. Mais, oui, voilà, mais c'est n'importe quel système d'exploitation. Parce que la virtualisation du système d'exploitation consiste à quoi? Consiste à virtualiser juste les éléments essentiels d'un système d'exploitation dont peut avoir besoin une application pour fonctionner. Donc, quand tu as un système d'exploitation, en général, on a besoin de la partie bin, c'est-à-dire que les binaires, et puis de la librairie, sinon des librairies, pour pouvoir faire tourner les applications. Donc, c'est juste de ces éléments-là qu'une application aura besoin. Donc, c'est sur ces éléments qu'on va virtualiser. Sinon, un système d'exploitation contient beaucoup de choses. Il y a le noyau, il y a plein d'éléments, les éléments externes du noyau, l'environnement graphique, le scheduler, machin, plein d'éléments du système d'exploitation. Mais ce qui va nous intéresser ici, ce sont les éléments dont une application peut avoir besoin pour fonctionner. Donc, c'est ceux-là qui vont nous intéresser dans la virtualisation du système d'exploitation. Alors, quel est l'avantage de virtualiser un système d'exploitation à travers les conteneurs? L'avantage, c'est que le déploiement sera plus rapide, c'est léger. Parce que la VM, c'est quoi? Il te faut un hyperviseur que tu installes sur le serveur physique. Donc, tu vas créer maintenant la VM, tu vas installer un système d'exploitation et c'est sur ce système d'exploitation que tu as installé dans la VM que tu vas déployer l'application. Tu vois un peu? Alors que avec les conteneurs, on n'a pas besoin d'hyperviseur, on a juste besoin, par exemple, d'un outil, ou bien je peux appeler outil ou bien une application de gestion de conteneurs qui va nous permettre de créer des conteneurs directement sur le système d'exploitation. Donc, si tu veux, ici l'exemple qui est donné, c'est le moteur Docker, qui est un peu notre application de gestion de conteneurs. C'est lui qui va virtualiser le système d'exploitation à travers chaque conteneur. Donc, et puis ce qui est encore plus important, c'est que dans chaque conteneur, on peut avoir l'application en plusieurs instances. Est-ce que ton application, là, tu peux installer 2 ou 3 fois sur la même machine? Non. Tu installes une seule fois, non? Quand tu vas vouloir installer, là, il va te demander, tu veux supprimer l'ancien, ou bien tu veux mettre à niveau l'ancien, ou bien tu veux faire changer l'ancien. Ou bien il va te dire, il y a une version déjà qui existe. Or, dans les conteneurs, la même application, tu peux dupliquer. Tu peux créer le conteneur avec la même application en 2, 3, 4, 10 instances. C'est bon? Oui, c'est bon. Voilà. Et ça te permet de pouvoir prendre en charge un nombre plus important de requêtes, de demandes. Donc, les conteneurs plus rapides à déployer, l'isolation est plus, je peux dire, consistante par rapport au VM.
Et puis, c'est juste la virtualisation du système d'exploitation. Donc, c'est simple. Le stockage persistant, c'est-à-dire qu'à travers le conteneur peut accéder à un stockage qui est rattaché à la machine physique. Tolérance de panne. Si un conteneur ne fonctionne pas, à partir du moment où c'est très facile à déployer, tu n'as qu'à le dégommer et puis tu déploies l'autre. Ou bien, à l'intérieur, tu n'as qu'à le supprimer et puis tu le conteneur. Oui. Par exemple, l'application A. Le conteneur qui ne marche pas. Voilà, voilà. C'est un peu comme des pages mémoire dans l'environnement Linux. Je ne sais pas si tu vois un peu. Quand il y a un bloc mémoire qui est planté, tu peux juste supprimer le contenu de cette partie mémoire sans pour autant besoin de redémarrer la machine comme l'environnement Windows. Donc ici, si un conteneur ne fonctionne pas bien, tu peux juste le supprimer. Voilà, ça ne touche pas les autres. Ça, c'est du point de vue conteneur même, mais à l'intérieur même du conteneur. C'est-à-dire que si une instance d'une application a un problème, à partir du moment où l'application existe en plusieurs instances, tu supprimes juste l'instance qui ne fonctionne pas et puis voilà, les autres continuent. Donc voilà un peu l'importance de l'utilisation des conteneurs. C'est-à-dire que les applications sont dupliquées à l'intérieur. Oui, d'un conteneur. Donc, tout ça, c'est utilisé par des... Toutes ces applications sont utilisées par des utilisateurs, bien sûr. Oui. Par des autres. Donc, une fois qu'on remarque que l'indisponibilité de un, on peut supprimer. Voilà, tu peux supprimer et puis continuer de marcher, oui. Alors que quand tu es sur une VM, tu ne peux pas avoir plusieurs instances de la même application. Si c'est une seule application, quand elle tombe, elle est tombée. Elle est tombée. Donc, ici encore, on parle de disponibilité. On parle de tolérance de panne. C'est bon? Oui, c'est bon. Donc, comment fonctionnent les images pour les conteneurs? Donc, pour virtualiser un système d'exploitation, comme je l'ai dit, on va juste récupérer les parties, sinon les éléments, les composants les plus essentiels pour le fonctionnement d'une application. Donc, du coup, on a un environnement de cloud, si tu veux, pour parler d'Azure, un environnement cloud, où se trouve un peu comme des images de systèmes d'exploitation. Donc, par exemple, si je prends pour Docker, tu as le cloud Docker où se trouvent les images. Donc, si je prends Windows Server 2022, qui fait par exemple 8 gigas, ça c'est la version complète. Si tu prends l'image de Windows Server 2022 virtualisée, tu auras à peine peut-être 1 giga ou bien quelques mégas. Tu vois un peu la différence déjà en termes de taille. Oui, donc, pendant que la VM va prendre, par exemple, 50 gigas, beaucoup plus voilà, 100 bien 100 gigas, le conteneur va prendre à peine peut-être 2 gigas, 3 gigas pour pouvoir fonctionner. Peut-être moins que ça. Voilà. Donc, l'emplacement dans le cloud contient les images que tu peux télécharger. Ça dépend, hein. Si tu as un serveur on-prem, tu télécharges, tu mets sur le serveur on-prem et quand tu lances l'outil de création des conteneurs, tu peux dire, bon, je veux un conteneur avec une image Windows Server 2022. Donc, tu vas choisir l'image et le logiciel de conteneur, comme par exemple Docker, va créer le conteneur sur la base de cette image que tu as choisie. Voilà. Normalement, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est bon? Voilà. Donc, ici, par exemple, l'exemple donné pour Azure, on dit, on génère et on transmet à Azure Container Registry les images en mode push. Voilà. Donc, ça veut dire que toi, tu es chez toi là-bas, tu as peut-être ton Docker ou bien d'autres outils qui te permettent de créer les images. Tu crées les images et tu envoies dans un emplacement, un repository qu'on appelle Azure Container Registry. Donc, c'est ce registry-là qui va contenir les images que tu vas utiliser après pour créer tes conteneurs. C'est bon? Voilà.
Maintenant, les conteneurs là, tu peux pardon, les conteneurs. Les images que tu auras dans Azure Container Registry, tu peux les utiliser soit avec Docker, tu peux les utiliser avec Kubernetes, tu peux les utiliser avec Azure Container Instance. Tout ça, ce sont des plateformes qu'on utilise pour créer des conteneurs. Mais l'élément le plus important, c'est d'avoir les images quelque part. Ça peut être, tu peux les télécharger pour les mettre on-prem ou bien les mettre dans un emplacement dans Azure. Ça dépend de toi. C'est bon? Et comme le dit, une image conteneur est un package exécutable léger et autonome de logiciels qui encapsule tout ce qui est nécessaire pour exécuter une application. Les images là, c'est lourd. Hein? Quelle image? Les images, les OS, images des OS là. Oui, ça c'est les versions complètes, mais les versions conteneurs sont encore très légères. C'est bon? Donc, Azure Container Instances, c'est l'outil, sinon le service sur Azure qui nous permet de pouvoir créer des conteneurs. Voilà. Donc, c'est un service qui est dans la partie plateforme as a service qui nous permet d'aller très rapidement en termes de connectivité IP public, tout ça, pas de problème. C'est-à-dire que tu peux créer un conteneur qui peut être accessible depuis l'extérieur. Si tu veux, quand tu as créé le conteneur, là, le conteneur peut être accessible un peu comme VM, quand on accède. Voilà. C'est bon? Tu peux personnaliser aussi les tailles des conteneurs. Ça dépend de toi. Voilà. Donc, les conteneurs peuvent exister en Windows comme en Linux. C'est pourquoi tout à l'heure, quand tu as posé la question, les images là, c'est quoi? Non, tout système d'exploitation. Donc, comme jusque-là, Azure ne supporte que Windows et Linux, donc on peut virtualiser aussi les systèmes d'exploitation Linux. C'est bon? Oui, c'est bon. Donc, l'utilisation des conteneurs aussi va nous permettre, sinon faciliter, une solution, sinon un usage qu'on appelle application en double version ou bien en multi-version. C'est-à-dire que tu as une même application où tu as une version public, grand public, et puis il y a une version privée, corporate. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. C'est-à-dire que la même application, tu as une version destinée au grand public. Donc, quand vous recevez une requête qui vient prendre en 80 ou bien 80-80, les requêtes là sont redirigées vers les conteneurs qui gèrent la version grand public. Okay. Voilà. Maintenant, quand vous êtes en interne, quand vous tapez l'URL, vous devez indiquer le numéro de port. Voilà. Je ne sais pas si tu connais ça. Où tu mets 2 points et tu mets le numéro de port. Tu mets l'adresse IP, 2 points le port. Voilà, numéro de port et ça peut te rediriger. Diriger vers la version corporate. Donc, avec les conteneurs, ça facilite la mise en place de ce fonctionnement. C'est-à-dire que même au sein d'un même conteneur, là, tout à l'heure, j'ai dit que le conteneur a combien? Dans l'intérieur, on peut avoir plusieurs instances. Donc, tu peux dédier, par exemple, une instance de l'application à l'accès corporate et puis l'autre instance à l'accès grand public. Mais bon, ça c'est à un niveau très petit. Hein? Mais si c'est une application qui est beaucoup utilisée, mieux vaut dédier un ensemble de conteneurs pour l'accès grand public et bien un ensemble de conteneurs pour l'accès corporate. C'est bon? OK. Donc, Azure nous propose également Azure Container Apps, qui est une application vue aussi comme un service, qui est l'alternative à Kubernetes, que je suis sûr que tu connais, qui gère l'orchestration. Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Si. Alors, Kubernetes, ça m'a vraiment ébloui. J'ai un très grand respect pour cet outil que j'appelle le maître parce que
je n'ai jamais vu un outil aussi performant en termes d'orchestration. Bon, avant, Microsoft ne parlait que de Kubernetes. Maintenant, eux-mêmes, ils ont essayé de développer une application qu'on appelle Azure Container Apps, qui est un peu une alternative à Kubernetes. Mais toujours est-il que Kubernetes reste et demeure le maître absolu. Ça, Le maître. le maître, c'est incontesté. Par contre, avec Azure Container Apps, comme c'est une solution de l'environnement Azure, donc il y a certaines choses qui ont été simplifiées pour faciliter l'orchestration. Tu vois un peu. Voilà, là, on n'a pas besoin d'être très fort en ligne de commande, on n'a pas besoin de maîtriser l'environnement Linux ou bien des commandes, tout ça. Tout est déjà encastré dedans. Tu n'as qu'à juste cliquer, faire ça, et puis l'orchestration est mise en place. Voilà. C'est bon? Donc, le Azure Container Apps permet également de gérer tout ce qui est scaling au niveau des systèmes d'information, voilà, les mises à niveau. Par exemple, si tu as fait, tu as créé ton conteneur à Windows Server 2022, si demain il y a Windows Server 2024 ou bien Windows Server 2026, voilà, avec Azure Container Apps, tu peux faire l'upgrade, c'est-à-dire la mise à niveau de ton OS qui est dans le conteneur sans problème. Voilà, un peu comme on le faisait sur les serveurs. Voilà. Voilà. Il te permet aussi de pouvoir configurer le scaling des instances de conteneurs. Il te permet de contrôler les versions et les basculements. Alors, pourquoi j'ai parlé de... Tu vois que ici, c'est un peu simplifié. Alors qu'avec Kubernetes, je n'ai plus l'image, mais avec Kubernetes, le déploiement même commence d'abord par la mise en place d'un cluster. C'est-à-dire que Kubernetes, là, il ne démarre pas tant que ce n'est pas un cluster qui est mis en place. Donc, ça veut dire que même si tu ne veux même pas même créer un cluster, mais tu veux mettre un cluster, et puis il faut activer seulement un seul nœud. Et lui, il va travailler le seul nœud. Mais il faut que dans le déploiement, là, tu parles de cluster. Pour bien sentir la chose, il faut que ça soit un cluster. C'est un cluster. Mais puis, c'est le haut niveau, si tu veux. C'est comme si tu prends un commando béret rouge pour aller chasser des étudiants. Tu n'as rien fait. Vraiment. Ouais, lui-même, c'est quand il entend Pourquoi l'utiliser même pour un seul serveur? Mais c'est ce que j'ai dit. Ça veut dire que c'est du gâchis, mais bon, à la limite. Voilà. Sinon, lui, c'est cluster, 2 nœuds, 3 nœuds, 4 nœuds. Et à l'intérieur de chaque nœud, les nœuds ici déterminent les VM. Donc, sur chaque VM, tu vas maintenant avoir les conteneurs. Ici, on parle de pod. Un pod représente une instance d'une application. Donc, dans chaque instance d'application, comme on l'a vu tout à l'heure là, ici, tu peux avoir plusieurs, voilà, comme si tu vois, non, dans chaque conteneur, on peut avoir plusieurs instances de la même application. Voilà, donc, avec Kubernetes, dans chaque conteneur, on peut aller même jusqu'à des centaines, voire des milliers d'instances de la même application. Donc, si tu veux, c'est comme si tu prends la même application A présente sur, par exemple, 10 conteneurs, et à l'intérieur de chaque conteneur, il y a peut-être 10 instances. Ça fait combien? 100 instances de la même application. C'est pas petit, hein? Maintenant, dans ça encore, tu paramètres le scaling. Donc, si tu as 16 instances et que les 100 instances doivent se dupliquer, ça devient combien? 200. Oui. Si chaque fois, il doit se... Donc, tu passes de 200 à 400 à 800, ainsi de suite. Donc, tu vois un peu comment c'est grand. Et lui, il n'est pas dans les demi-mesures. Il est vraiment, c'est dans les choses très, très sérieuses, quoi. Et il a un outil qu'on appelle le YAML, le descriptif. Le YAML. Oui, YAML. YAML. Oui. YAML, on traduit en français descriptif.
Et lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est un peu comme le guide. C'est-à-dire que tu peux programmer, non, je ne dis pas programmer, mais tu dis dans le YAML que, par exemple, cette application s'appelle tant, elle a besoin d'être mise en ligne. Par exemple, tous les 5 du mois. Figure-toi que sur Azure, tout est payant. Donc, si tu as mis l'application en ligne et qu'elle n'est plus utilisée, que RSI soit en ligne, ça augmente ta facture. Donc, tu peux dire dans le YAML que, bon, tu mets l'application en ligne du 5 au 10, par exemple. Si c'est une application particulière pour des traitements particuliers, du 5 au 10. Et voilà comment l'application doit être mise en place. Par exemple, un VNet avec 2 subnets. Tu donnes les noms, hein. Le premier subnet s'appelle tant, voici le scope. Le deuxième subnet, voici tant, le scope. Et puis, j'ai besoin d'un cluster de période 3 nœuds. Le premier nœud s'appelle tant. Le deuxième nœud s'appelle tant. Le troisième nœud s'appelle tant. Sur le nœud 1, j'ai besoin de, par exemple, déployer, par exemple, 30 conteneurs pour l'application. Sur le nœud 2, donc, tu as décrit comme ça, non? Ça y est là. C'est comme un script, ça t'attend. Quand le 5, minuit, 0, 1 seconde, paf, il commence. En moins d'une minute, la DAF finit de mettre en ligne. Et puis ça fonctionne. Quand le 10 arrive à 23h59, 59 secondes 99 tiers, paf, il commence à les descendre. J'imprime. Et puis il est là. C'est de la magie. C'est pas la magie, c'est l'homme qui a réfléchi. Donc, c'est un peu, si tu veux, comme de la magie. C'est utilisé par certains gros fournisseurs de services en ligne. Bon, je ne vais pas citer les noms, hein. Il y a des services qui sont sollicités à certaines périodes de l'année, ou bien du mois, ou bien à certains moments de la journée. Voilà, donc on peut programmer un YAML comme ça et puis j'ai. C'est bon? Et là, tu as un tableau comparatif de Azure Container Apps, si tu veux, l'alternative de Azure à Kubernetes. Mais là, quand tu lis, tu vois déjà une différence. Alors, déploiement, c'est dans la partie patch seulement, alors qu'avec Kubernetes, on dit qu'il offre davantage de contrôle et de personnalisation. Voilà. Mise à l'échelle horizontale des pods et mise à l'échelle automatique des clusters. Tu vois, non? Alors que dans Azure, on te dit mise à l'échelle automatique basée sur HTTP et mise à l'échelle pilotée par les événements. Tu vois que ce n'est pas la même chose. Kubernetes peut supporter des applications complexes et de longue durée qui nécessitent l'ensemble des fonctionnalités de Kubernetes. Azure, il faut des applications simples. Si tu prends des applications complexes, il ne va pas pouvoir fonctionner. Donc, tu vois qu'ils ont dit alternative, mais c'est vraiment des fonctionnements simplifiés. Sinon, pour des fonctionnements complexes et robustes, on aura toujours recours à Kubernetes. Ça peut aller? Donc, ici, on aura 3 labs. 9A, 9B, 9C. Donc, implémenter une application web, créer Azure Container Instance et puis implémenter Azure Container App, qui est l'alternative à Azure Kubernetes. Est-ce que vous avez